clôture du forum minier Indaba Mining, la journée de ce mercredi était consacrée à RDC. À l'occasion, un breakfast a été animé par la ministre congolaise ayant les mines dans ses attributions, Antoinette Tsamba. La production de l'électricité à partir de sources renouvelables en Afrique va atteindre 30% de la production totale. Ces chiffres sont de l'Agence internationale de l'énergie AIE. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information. Il n'est pas normal qu'en plein 21e siècle, l'on continue de s'offrir des minerais sur fond du sang et de la chosification de la personne humaine. Ces propos émanent de la ministre des Mines Antoinette Tsamba Kalambai. C'était lors du breakfast qu'elle a animé à l'occasion du forum Mining Indaba 2023 qui s'est tenu à Cape Town en Afrique du Sud. Suivez. Le mercredi 8 février, au forum Indaba Mining, fut une journée dédiée à la République démocratique du Congo. Cette même journée marquait également la clôture des assises de ce grand rendez-vous mondial des opérateurs miniers à Cape Town, en Afrique du Sud. C'est au cours d'un déjeuner d'affaires que la ministre de Mines, Antoinette Tsamba Kalambai, de la République démocratique du Congo, s'est exprimée autour du thème « L'industrie minérale congolaise à l'heure de défis sécuritaires, énergétiques et innovatifs ». Prenant la parole dans ce beau cadre d'échange de l'hôtel Westin, la patronne congolaise de mines est restée sur la même lancée que l'adresse du président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la communauté des investisseurs miniers de l'Afrique et du monde. Antoinette Tsamba Kalambai a focalisé son allocution sur les questions du secteur minier en rapport avec l'équation sécurité, stabilité, approvisionnement. La sécurité des investissements demeure une préoccupation partagée au plus haut sommet de l'État, en même temps qu'elle est prise à bras le corps par notre gouvernement afin, comme je venais de le souligner, de garantir leur stabilité et leur durabilité. À ce sujet, point n'est besoin de rappeler que la République démocratique du Congo dispose d'un arsenal juridique approprié, arsenal en mesure d'assurer la sécurité juridique et judiciaire des investissements nationaux et internationaux étrangers. Il y a cependant lieu de relever que cet impératif de sécurité doit aussi être partagé par les opérateurs du secteur minier. Il n'est pas normal qu'en plein XXIe siècle, l'on continue à s'offrir les minerais extraits du fond du sang, de la chosification de la personne humaine. La sécurité du travailleur de l'industrie minière et son bien-être doivent être considérés comme un facteur important dans les critères ESG. J'ai dit environnement, le social ainsi que la bonne gouvernance, lesquels constituent aujourd'hui le fondement de l'investissement social responsable. Tout est bien qui finit bien. Le rendez-vous est donc pris pour 2024 lors de la 29e édition d'Indaba Mining. Autre chose dans ce journal, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, demande au président de la République, Félix Tshisekedi, de donner un délai raisonnable à la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est pour qu'elle arrive à accomplir sa mission sur le sol congolais qui est essentiellement offensive. Il a fait ses déclarations au sortir d'une séance de travail qu'il a eue avec le ministre de la Défense et les commandements des FARDC. Suivez-le dans cet extrait choisi par Haydor Funda. S'agissant des forces régionales qui se trouvent à Goma, nous, au nom de la représentation nationale, nous demandons au commandant suprême des forces armées si, dans un délai raisonnable, que les forces régionales n'arrivent pas à nous soutenir contre l'agresseur et qu'ils se complaisent à soutenir ou à aider nos ennemis, nous demanderons au commandant suprême des forces armées, qui est le président de la République, chef de l'État, pour qu'il prenne la décision qui s'impose. Notre pays doit s'assumer. Ce n'est plus le moment où nous devons laisser les chefs de l'État seuls travailler. Nous soutenons
les bons éléments de notre forces armées. Restons dans le domaine de la sécurité. 8 morts que des civils, c'est le bilan revu à la hausse des manifestations contre la MONUSCO à Kanyaruchinya, selon l'armée congolaise, qui cite aussi les tirs des casques bleus à la base de ces décès, alors que les enquêtes sont en cours. Au cas où les forces onusiennes seraient mises en cause, quel sera leur juge naturel? Fleury Moulemaza, juriste, il est juriste de la République démocratique du Congo. Il répond à cette question. Oui, en fait, à cette question-là, les agents de mission onusiennes, ils sont bénéficiaires des immunités. Ils sont bénéficiaires des immunités des poursuites. Donc, ils ne peuvent être arrêtés, sur le sol congolais. Par contre, il y a un mécanisme au niveau de ces mêmes systèmes-là onusiens. Lorsqu'un agent de l'ONU commet des actes qui apparaissent ou qui sont contraires à la loi, ils ont des bureaux où vous pouvez maintenant adresser vos doléances, vos plaintes. Adresser vos plaintes et au niveau de cette agence-là, au niveau de l'ONU, ils vont maintenant essayer d'analyser les cas et éventuellement sanctionner l'agent incriminé. Vous comprenez? Mais au-delà de tout, il y avait également une petite précision que je voulais vous apporter. C'était par rapport, je crois, à une note du ministre de la Justice qui tendait également à rappeler aux chefs de juridiction de la ville de Kinshasa et de la République en général que ces agents-là, l'air bien et autres, ne peuvent faire objet ni de saisie, les agents ne peuvent faire également objet des arrestations. Dans cette note-là, on interdit même d'ouvrir un dossier contre une mission onusienne. Parce qu'en quelque sorte, c'est comme des ambassadeurs, voilà. C'est comme des ambassadeurs, ils bénéficient des immunités. On ne peut pas poursuivre un ambassadeur sur le territoire de notre État. Voilà, autre chose à présent. La Cour constitutionnelle a procédé ce jeudi 9 février à l'ouverture de la 15e session du bureau exécutif de la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines, CJCA en sigle, qui était placée sous le haut patronage du chef de l'État, Félix Tshisekedi. La cérémonie a eu lieu à Kinshasa devant plusieurs officiels du pays, dont le Premier ministre Sama Lukonde. Suivez. RDC a accueilli pour la première fois la réunion du bureau exécutif de la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines à Kinshasa, qui est à sa 15e session. Une cérémonie qui a connu la présence du Premier ministre Sama Lukonde et d'autres animateurs des institutions du pays. Prenons la parole pour le mot de bienvenue. Le président de la Cour constitutionnelle de la RDC et vice-président de la Conférence des juridictions africaines, Dieudonné Kamuleta, a de prime abord transmis les salutations du président de la République aux participants avant de revenir sur le fondement de ces assises. La 15e réunion se tient cette année à Kinshasa sur fondement de l'article 22 du statut de la CJCA qui dispose, je cite, en session ordinaire sur convocation de son président dans le pays de la juridiction qui assure la présidence du Congrès. Le bureau exécutif peut se tenir dans un pays membre du bureau à condition qu'il en fasse la demande. C'est dans cette optique que le 9 décembre 2022, la Cour constitutionnelle de la RDC, qui veut aussi participer au rayonnement de la CJCA, a fait la demande d'abriter et d'organiser cette session. À son tour, le président de la Cour constitutionnelle marocaine et président en exercice de la CJCA, Saïd Iraï, a procédé à l'ouverture de cette session tout en remerciant la RDC pour l'accueil. Je voudrais le féliciter, n'est-ce pas, pour vos initiatives d'accueillir les travaux de cette session, initiative à laquelle nous avons souscrit immédiatement, vu la contribution de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo à la dynamitation de la conférence et au rayonnement de la Cour constitutionnelle en Afrique. Cette réunion qui s'est tenue en République démocratique du Congo sous la demande du président de la Cour constitutionnelle congolaise a été placée sous le haut patronage du président de la République Félix Tshisekedi. La prochaine session se tiendra en 2024 à Harare au Zimbabwe. La conférence des juridictions constitutionnelles africaines est une instance internationale qui réunit les présidents des cours constitutionnelles des différents pays d'Afrique. Elle a pour objectif de promouvoir la solidarité et l'entraide entre les membres, mais aussi de promouvoir la justice constitutionnelle en Afrique.
On va parler processus électoral à présent. La Commission électorale nationale indépendante note que l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs se poursuit avec succès dans les 2 aires opérationnelles. Au cours d'une conférence de presse, le rapporteur de la centrale électorale a fait savoir que dans la première ère opérationnelle, un peu plus de 12 millions de Congolais sont déjà enrôlés. Voldy Kengi pour les détails. Au cours d'une conférence de presse tenue ce mercredi à Kinshasa, le rapporteur de la centrale électorale a fait savoir que dans la première ère opérationnelle, sur 18 694 542 personnes attendues, 12 30 470 ont été enrôlées, soit 64,35%. Quant à la deuxième ère opérationnelle où l'opération a été lancée le 25 janvier dernier, a-t-elle précisé 1 244 794 personnes, soit 8% ont été enrôlées sur les 15 381 709 entendus. Après la ronde dans plusieurs centres d'inscription, le constat est plus que positif au regard de l'engouement de la population et des statistiques actualisées à notre disposition. Les données que nous allons vous communiquer tout à l'heure sont provisoires. Le monitoring de la CENI jusqu'au 7 février 2023 dans la première ère opérationnelle renseigne ce qui suit. Et d'ajouter, je cite, « La CENI tient à rassurer l'opinion nationale ainsi que toutes les parties prenantes que le processus électoral en République démocratique du Congo poursuit sa dynamique sans désemparer et le chemin vers les élections libres, démocratiques et transparentes dans les délais constitutionnels est irréversible. » Par ailleurs, ces membres du bureau Kadima a invité les Congolais de la première ère opérationnelle qui n'ont pas encore obtenu leur carte d'électeur à mettre à profit les quelques jours qui restent. Dans un tout autre registre initié par l'ambassade de France, le projet d'appui à la formation professionnelle filière hôtellerie et restauration vient d'être clôturé ces 7 et 8 février au Pullman de Kinshasa. Cette cérémonie haute en couleur de clôture de ce projet qui a pris 2 jours a été marquée par un concours de cuisine sanctionné par la remise des prix à une équipe gagnante et plusieurs autres activités. Retour en image avec Amy Kabea et Stanis Samba. Cette cérémonie du 7 et 8 février au Pullman de Kinshasa vient également clôturer une formation de 2 ans pour le métier cuisine. Dans le cadre du projet d'appui à la formation professionnelle filière hôtellerie et restauration, initié par l'ambassade de France, un projet qui a concerné 6 équipes venues de plusieurs structures de formation en hôtellerie et restauration. Réalisé grâce à plusieurs autres partenaires, le premier jour de cette cérémonie a été marqué par le concours de cuisine. Comme vous voyez derrière moi, il y a 6 équipes qui concourent à ce concours de cuisine. Ça vient conclure une formation de 2 ans pour le métier de commis de cuisine. Donc on a pendant 2 ans fait un certain nombre de formations auprès des établissements partenaires. Donc il y a l'université UPN, il y a Don Bosco Gombe et l'école hôtelière de Kimbondo. Le but visé en initiant ce projet était d'améliorer la qualité de la formation de jeunes ambitieux de pratiquer le métier d'hôtellerie et restauration. Alors en fait, ce projet, c'est un projet qui a une durée de 2 ans et qui vise, comme vous pouvez le voir dans le titre, à appuyer la formation professionnelle dans le secteur hôtellerie-restauration et en fait plus particulièrement au métier de commis de cuisine. C'est un projet qui a eu une durée de 2 ans. Il se termine. Aujourd'hui, c'est le dernier événement, on va dire, qui culmine justement avec un concours de cuisine qui permet de voir toute l'évolution en fait entre le démarrage du projet et sa fin. Le deuxième jour de cette cérémonie liée à la clôture de ce programme a été caractérisé par la remise de prix. L'équipe gagnante est celle composée d'une formatrice et une apprenante de l'école de Kimbondo. Je suis très heureuse, premièrement parce que si je vois un peu le parcours que j'ai eu à faire depuis le dernier concours que nous avons eu à établir, nous avons eu à faire de gastronomie ou de goût. Et maintenant, après avoir suivi la formation et le projet qui a été donné par l'ambassade de France, nous avons travaillé ensemble avec les partenaires et les autres de l'école pour arriver réellement à cette victoire. Un autre moment fort de cette cérémonie, c'était la table ronde qui a tablé entre autres sur des questions liées à l'hôtellerie et restauration en République démocratique du Congo. Le professeur Jean-Claude Machini était parmi les intervenants. J'ai rappelé que pour avancer
vers la professionnalisation, vers la détermination de métiers en hôtellerie et restauration. D'abord une formation professionnelle voulue domestique, ensuite une formation dans les centres des écoles d'apprentissage qui n'était pas encore une formation scolarisable. Au regard du schéma critique adopté pour la réalisation de ce projet, l'ambassade de France est satisfaite du résultat de l'initiative qui a investi dans le capital humain dans le domaine de l'hôtellerie et restauration en RDC. Voilà, dans la capitale congolaise, l'hôtel de ville de Kinshasa a procédé ce mercredi à la démolition des constructions anarchiques au rond-point Willery ainsi que le long de la route Nyangwe dans la commune de Lingwala. C'est dans le cadre de la poursuite de l'opération coup de poing lancée depuis un mois à Kinshasa. Enoch Issei. À l'occasion du lancement. La démolition des constructions se trouvant sur les emprises publiques, voire sur les ouvrages des drainages, a débuté d'abord sur l'avenue des Huileries, partant du rond-point jusqu'à la hauteur de l'avenue Kigoma, puis la célèbre avenue Nyangwe dans la commune de Lingwala, du rond-point Huileries jusqu'au saut des moutons érigé au niveau de la Sanef sur l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, le tracteur en démoli des terrasses, conteneurs, clôtures, voire même bâtiments, construits de part et d'autre de l'avenue sur l'emprise publique. L'opération a été appréciée, auréolée des applaudissements de la population visiblement contente de voir l'ordre rétabli sur cette voie. Moko Yabana ya Saint-Jean, Nabotami Nakata Saint-Jean, Nazali contre te, mais sur ces alliés, Ali Boussalatam Sousobali Kolesa, Mabota. Mais pas ces alliés nini, l'espace est allé Beletan au Salibar, Zoabar Nocha Nakata Lopango, Bokangela Bisoban Selate, le Koma Bisoban à Saint-Jean, Poto Tambola Navalabala, et Kombito Tambola Nakata Ba Prince, les alliés Penza, Malamu Mingite. Ouais, Tozana Nyangwe, avenue Nyangwe Lingwala, kota RTNC, to sepeli ndenge ba buki boye parce que to komaki na ba difficulté otambola même atana nzela na ba prince motambola makadam. En tout cas likanisio na sepeli yango trop. Ezala nani bobuka e. Réagissant devant la presse, le premier citoyen de la ville n'a pas manqué à dire. Les Quinoises et les Quinois qui ont pris cette mauvaise habitude d'acheter les emprises et de construire là-dessus, donc je leur demande tout simplement d'arrêter. Ce qui est trop, c'est trop. Aujourd'hui, l'autorité urbaine s'est levée pour commencer toutes les démolitions érigées sur les emprises publiques. Donc ils vont subir des pertes qui seront à leur niveau incommensurables et ils vont s'en prendre finalement qu'à eux-mêmes parce qu'on ne va pas s'arrêter, on va continuer un peu partout à travers la ville pour dégager les emprises publiques de toutes les constructions anarchiques, également des marchés publics érigés le long des avenues. Cette opération, dénommée coup de poing, va se poursuivre dans toutes les communes de la ville, l'objectif étant d'offrir à la population quinoise un environnement sain. On va changer de chapitre pour parler des sports. À présent, l'association des dirigeants de football congolais a annoncé une liste de 7 conditions à remplir avant la reprise du championnat national. C'était à l'issue d'une réunion tenue ce mercredi à Kinshasa. Blessed Kouzola pour les détails. Le championnat national de football de la République démocratique du Congo est sur le point de reprendre après une longue pause en raison de la pandémie de Covid-19 la saison passée et en vue de manque de moyens financiers et de l'insuffisance des stades cette saison. Les dirigeants de la DEFCO, Association des dirigeants de clubs de football du Congo, ont fixé 7 conditions pour garantir une reprise réussie et sans tracas. 1. La mise en disposition des fonds nécessaires au profit des clubs pour leur participation effective et complète au championnat afin de pérenniser la volonté du chef de l'État, la transparence et traçabilité dans la gestion financière des ressources perçues par la LINAFOOT pour l'organisation du championnat. La répartition équitable des fonds issus du sponsoring et droit télé. L'ouverture par le ministère des Sports d'une ligne de crédit pour les championnats d'élite de football à inscrire au budget de l'État. La régularisation
au regard de textes et la légitimation des animateurs de différentes structures du football dans un bref délai. La mise en place d'un cadre permanent de concertation, c'est-à-dire FECOFA, l'INAFOOT, ADEFCO, pour l'élaboration d'une politique spécifique pour les championnats d'élite. L'engagement ferme du ministère des Sports dans la réhabilitation des infrastructures existantes et la construction de nouveaux stades. En respectant ces 7 conditions, le championnat national de football de la RDC peut être rejoué en toute sécurité et avec une organisation optimale. Les supporters et le joueur peuvent s'attendre à une compétition passionnante et divertissante. Et voilà, la transition est toute trouvée pour parler de l'actualité au-delà de nos frontières. Dans son rapport initié, intitulé « Rapport sur le marché de l'électricité de 2023 », l'Agence internationale de l'énergie, AIE en sigle, a estimé que les énergies renouvelables remplaceront le charbon comme deuxième source d'électricité en Afrique en 2025. L'AIE note tout de même que la production d'électricité à partir de sources renouvelables devrait augmenter de plus de 60 TWh entre 2023 et 2025 pour atteindre environ 30% de la production totale en 2025 contre 24% en 2021. Jojo Moulamba. C'est d'ici 2025 que le gaz naturel devrait rester la principale source d'électricité en Afrique. La production de centrales électriques alimentées par ces combustibles fossiles augmenterait d'environ 30 TWh entre 2022 et 2025 pour atteindre près de 400 TWh. Malgré cette augmentation, la part du gaz naturel dans le mix de production d'électricité passera de 42% en 2021 à 41% en 2025 en raison de l'expansion des énergies renouvelables. La production d'électricité à partir du charbon devrait rester stable à environ 240 TWh, mais sa part devrait diminuer dans la production totale passant de 28% en 2021 à 24% en 2025. L'Agence internationale de l'énergie s'attend d'autre part à ce que la croissance de la demande d'électricité sur le continent atteigne plus de 3% en 2023 grâce notamment à une amélioration de la capacité de la production en Afrique du Sud et à une légère amélioration de la situation macroéconomique avant d'atteindre une moyenne annuelle de 4,5% en 2024 et en 2025. En 2022, la demande d'électricité en Afrique a enregistré une croissance de 1,5%. Ce taux est inférieur aux prévisions initiales de l'Agence internationale pour l'énergie, en raison notamment du ralentissement de la croissance économique dans un contexte de hausse de prix de produits énergétiques et d'envolée de l'inflation. Du reste, la consommation d'électricité en Afrique du Sud a enregistré une baisse à cause du manque d'entretien de vieilles centrales à charbon. Et on va poursuivre cette page internationale avec cette information. 84,8 millions de tonnes, c'est le volume des maïs que devrait consommer l'Afrique subsaharienne en 2022-2023, selon le département américain de l'agriculture qui a publié ces chiffres en janvier dernier. Il s'agit d'un nouveau record pour l'utilisation de la graminé. Jojo Moulamba. Le maïs est prioritairement destiné à la consommation humaine où il contribue à près de 20% de besoins journaliers en calories selon le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et dans une moindre mesure est employé comme matière première dans l'industrie de l'alimentation animale, surtout en Afrique de l'Est et en Afrique australe. D'après le département américain de l'agriculture, la récolte locale est attendue en baisse de 4% d'une année sur l'autre à 83,7 millions de tonnes en raison de la sécheresse dans certaines zones des cultures comme l'Afrique de l'Est. Il s'agirait de la plus importante contre-performance parmi les céréales majeures dans un contexte où l'offre en blé est prévu pour grimper de 3,2% alors que le volume de riz ne devrait se contracter que de 1%. En dépit de ces reculs, le maïs devrait toujours faire l'objet en Afrique subsaharienne d'un important commerce transfrontalier
au sein de zones économiques régionales qui permet aux pays en situation de déficit d'importer depuis le producteur voisin. Cette situation qui génère de nombreuses opportunités économiques offre l'occasion de réduire les achats hors Afrique et favorise une meilleure répartition des excédents nationaux ou régionaux. Toujours selon le département américain de l'agriculture, les importations de maïs devraient tourner autour de 2,9 millions de tonnes en 2022-2023, soit le plus bas niveau d'achat dans le secteur céréalier, loin derrière le blé avec 26 millions de tonnes et le riz avec 6,9 millions de tonnes. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Quant à moi, je vous rappelle les titres. Clôture du forum mini Indaba Mining. La journée de ce mercredi était consacrée à la RDC. À l'occasion, un breakfast a été animé par la ministre congolaise ayant les mines dans ses attributions, Antoinette Tsamba Kalambaye. Et puis, la production de l'électricité à partir de sources renouvelables en Afrique va atteindre 30% en 2025 de la production totale. Ces chiffres sont de l'Agence internationale de l'énergie AIE. Voilà, c'est la fin complète de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision.